quelques-unes des grandes mutations qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans ce que je vais appeler communément les mondes agricoles. Plus spécifiquement, je vais revenir sur des résultats d'un travail, d'une enquête, d'une grande enquête qu'on a réalisée à la fois en Europe, au Moyen-Orient et puis en Amérique latine, sur l'évolution des structures d'exploitation agricole. Donc on va essayer de comprendre là, ici même, comment évolue, on parlait de la gouvernance des exploitations agricoles, mais la gouvernance même des unités de production. En quoi ça peut impacter aussi les coopératives, les organisations traditionnelles, au moment même où le modèle familial, notamment en Europe, s'efface. Alors je vais revenir, moi, plus spécifiquement sur ce que je connais, c'est-à-dire l'évolution des structures d'entreprise en Europe et plus particulièrement en France. Et mon propos va s'articuler autour de 3 points. Dans un premier temps, je reviendrai sur les raisons qui conduisent à ce que je vais appeler un éclatement des structures d'entreprise dans le secteur de la production agricole et qui implique effectivement une évolution des modalités de gouvernance d'un certain nombre d'organisations professionnelles qui ont été jadis pensées pour un modèle unique. Et dans un deuxième temps, je reviendrai sur un changement de paradigme qui m'apparaît assez fondamental dans ces évolutions. C'est ce passage du faire ensemble au faire faire et ces évolutions qui affectent aussi le faire ensemble au sein des structures d'exploitation et qui posent, ça sera mon troisième point, un certain nombre de questions en matière d'organisation de vos organisations. Alors, si je dis que l'entreprise aujourd'hui évolue et d'une certaine manière que les structures d'exploitation éclatent, c'est pour 3 raisons. La première d'entre elles, c'est une raison démographique. En effet, aujourd'hui, les agriculteurs, notamment en France, sont définitivement devenus une minorité parmi d'autres au sein de la société française. Et plus que ça, c'est une minorité au sein même des espaces au sein desquels la gouvernance leur était dévolue. Ces espaces ruraux où ils ne représentent plus qu'une minorité face à une population d'employés ou d'ouvriers qui est majoritaire. Les agriculteurs, c'est un peu comme les curés. Ça a une pyramide des âges sur la tête. Il n'y a jamais eu aussi peu d'agriculteurs et il n'y a jamais eu autant de personnes âgées dans cette profession. En principe, d'ici 20 ans, 200 000 agriculteurs auront disparu. Donc on peut effectivement se réveiller un jour sur des territoires sans agriculteurs. Oui, et c'est plus qu'une hypothèse, dans certains territoires, une agriculture, et je ne sais pas si c'est souhaitable, je ne le pense pas, sera le fait de producteurs qui ne seront plus des chefs d'exploitation. Et on va revenir justement là-dessus. En 20 ans, on a perdu la moitié des chefs d'exploitation. Structure effacée, vieillissante. Alors il y a des points positifs à tout ça. Féminisation du métier, 30% des jeunes qui s'installent sont des femmes. Ils n'attendent plus la retraite du mari pour s'installer. Autre point positif, ce métier est désiré par de nouveaux publics. 30% des installations sont le fait de hors cadre. Mais quand on regarde bien ce qui se passe aussi à l'échelle des exploitations, on a une population active d'1 million d'actifs. On a à peu près 140 000 salariés. En valeur absolue, le nombre de salariés ne bouge pas. Par contre, en valeur relative, c'est-à-dire la part du volume du travail salarié, ne cesse d'augmenter. Donc, on va le voir tout à l'heure, on se retrouve aussi dans les structures d'exploitation avec des hommes le plus souvent seuls, qui sont dans un face-à-face avec un, voire plusieurs salariés. Et ça doit aussi interpeller les organisations comme les vôtres. Deuxième élément qui explique l'éclatement des structures d'exploitation, la variable structure elle-même des exploitations. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que aujourd'hui, au moment même où s'effacent les mondes agricoles dans la société, ces mondes éclatent, et ils éclatent aux marges. Il n'y a jamais eu autant de micro-exploitations et autant de très grandes exploitations. Et le modèle familial à 2 UTH, tel qu'on l'a pensé, tel qu'on l'a voulu, tel qu'on l'a construit, politiquement et dans les organisations, s'efface beaucoup plus vite même que les très petites structures. Alors, il ne s'agit pas ici de décrire ce qui serait un basculement. Les petites ne sont même plus parfois appelées à devenir des moyennes. Et les moyennes ne sont pas forcément appelées à devenir des grandes. Mais toutes sont amenées à coexister à l'échelle d'un même territoire. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire que si la transition post-45 a été celle, ou du moins incarnée par un basculement, de ce passage d'une paysannerie à un monde agricole, aujourd'hui, les mondes agricoles ne sont pas forcément appelés même à se transformer, mais à coexister. Et c'est là aussi peut-être l'une des nouvelles ambitions des organisations,
Et c'est ce qui rend difficile aussi, pour le politique et les professionnels, la construction d'un discours permettant d'embrasser une diversité qui, certes, et les données qu'on a moulinées dans mon équipe en témoignent, on a toujours effectivement un modèle, entre guillemets, dit familial sur le plan capitalistique. 90% des exploitations sont de type familial, mais pour des raisons effectivement de capitaux. Mais quand on regarde bien de près, que constate-t-on? 31% de ces exploitations familiales sont gérées par des hommes seuls. 21% seulement correspondent au modèle classique. Un papa, une maman et un enfant qui va reprendre. Donc là, on voit bien quand même que le dit modèle, il en a pris un coup dans l'aile. Et à côté de ça, on a des micro-exploitations, effectivement, qui persistent à l'échelle de certains territoires parce que la construction de certains revenus agricoles est de plus en plus complexe. Et puis, on parlait tout à l'heure de nouvelles formes de collectifs. On voit aujourd'hui dans le secteur agricole de nouvelles façons de penser l'agriculture de groupe. L'agriculture de groupe ne s'incarne plus forcément au sein d'une famille. Les GAEC, les CUMA ont été pensés essentiellement pour accompagner le modèle familial. Or, aujourd'hui, on a des jeunes agriculteurs qui, certes, souhaitent, pourquoi pas, conserver l'exploitation, mais souhaitent s'allier avec des copains de promo, mettre en place de nouveaux collectifs, parce que le temps de vie de l'exploitation s'inscrit dans un temps générationnel beaucoup plus court. Aujourd'hui, vous avez bon nombre de jeunes qui reprennent des exploitations qui se disent que c'est avant tout leur projet, avant d'être celui de leurs enfants. Et ça change la donne en matière de durabilité. Et d'autre part, à côté, on voit bien qu'apparaissent 10% d'exploitations qui n'ont strictement plus rien à voir avec les exploitations familiales telles qu'on les a imaginées. Qui renvoie à quoi? Qui renvoie à une disjonction complète entre capital foncier, capital d'exploitation et main-d'œuvre. Des exploitations qui empruntent, et c'est pour ça que j'utilise l'expression de firme, au secteur industriel et tertiaire, et qui représentent pas moins de 28% de l'emploi. Donc oui, elles ne sont pas nombreuses, ces méga-fermes, ces grandes entreprises, mais elles représentent 30%, on parlait de la valeur tout à l'heure, de la ferme France, 30% du chiffre d'affaires de la ferme France, 10% d'entreprises du secteur de l'amont, qui ont la capacité même de racheter des unités de production sur l'aval, de transformation, et qui ont la capacité même de capter de la valeur au moment même où les exploitations familiales ont du mal à la capter et la créer. Alors regardez cette infographie qui va sortir la semaine prochaine dans un ouvrage du ministère de l'Agriculture qui renvoie aux données de mon équipe. Et donc, vous voyez ces propos, les têtes des bonhommes correspondent effectivement à l'évolution, la taille et la largeur correspondent en fait à des types de mobilisation de la main-d'œuvre. Que constate-t-on? Et l'épaisseur du trait sur les flèches renvoie aussi à l'importance des phénomènes. Eh bien, un effacement de moins 37% entre le RA 2010 et l'enquête structure 2016 des exploitations familiales, et même celles qui sont gérées par des hommes seuls. Et on voit une montée en puissance de tous les autres blocs, c'est-à-dire cette agriculture à salariés, ou ces familles qui fonctionnent essentiellement avec de la main-d'œuvre salariée. Donc on voit que les acteurs mêmes du dispositif productif, les acteurs mêmes de la construction de la valeur, ceux qui sont en charge de mettre en place des assolements, ceux qui sont en charge de négocier avec le technico-commercial de la COP, ben, ce n'est pas forcément celui auquel on pense. Et c'est peut-être aussi, demain, un cadre dirigeant, un salarié et autres. Et donc on voit bien que tout ça bouge énormément, quand bien même, et ça peut rassurer, et effectivement ça rassure, mais ça montre surtout que les politiques publiques ont été efficaces à un moment donné, que le modèle sur le plan capitalistique demeure familial. Et puis ces grandes entreprises, vous voyez, elles renvoient du capitalisme familial, un peu à la L'Oréal ou à la Hermès, et puis ça renvoie, pour 4% d'entre elles, notamment dans le secteur viniviticole, à des entreprises qui n'ont strictement rien de familial, où là, ni le capital, ni la main-d'œuvre n'est familiale. Et ça, c'est 4% des entreprises françaises agricoles. Et regardez où elles se situent. On a essayé de cartographier, même si je pense que cette carte est déjà désuète et invalide. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouvements capitalistiques qu'on ne voit pas. Là, on pointe uniquement les sièges sociaux et la taille des sièges sociaux. On voit bien qu'effectivement, dans le secteur viniviticole, on a des grandes structures
de production. Ça, vous le savez tous, ça a été bien étudié dans la littérature. Mais par contre, ce qu'on voit moins, c'est l'émergence de très très grandes entreprises dans des secteurs de l'élevage ou des fruits et légumes qui aujourd'hui ont un siège social ici et des sites de production un peu partout. Donc ce que je peux dire, c'est que cette carte, elle est encore défaillante. Et on voit bien que l'appareil de statistique peine aujourd'hui à donner à voir ces mouvements. Parce que, et le terrain que je fais, regardez, ça c'est une entreprise que je suis, on est à 40 km de Limoges, c'est 3 entités familiales dans l'appareil de statistique. Mais quand on regarde de près, c'est un couple d'investisseurs, c'est 3 cadres managers dans un site de production au sein d'une même commune, et c'est 7000 têtes de bovins viande. Donc ce n'est pas la peine d'aller en Ukraine ou en Argentine pour voir des choses un peu atypiques de ce côté-là, même dans le secteur de l'élevage, et qui traduisent quoi? Qui traduisent les dimensions d'un basculement. Premièrement, un basculement en matière de rationalisation, on le voit bien dans le secteur notamment des fruits et légumes, avec des acteurs de la production qui ont la capacité de mettre en œuvre des outils de conditionnement. Et je reprends des verbatims là, qui m'ont été tenus par certains acteurs qui me disent on est dans un monde industriel, c'est un peu difficile à penser, mais on est véritablement là-dedans. Et puis, on le voit avec une exploitation qui est le siège social d'un groupe implanté également dans l'Allier, dans la Nièvre, qui fait du bovin viande, mais qui fait aussi, pas simplement de l'engraissement, mais qui a réinvesti les maillons de la naissance. On voit là des sites et des unités de production où la gouvernance se fait à distance, où il y a une disjonction même entre le lieu d'exercice de la production et le lieu de la gouvernance, avec des managers qui passent d'un site à l'autre. Ce groupe, c'est 7 exploitations dans toute l'Europe, dont 2 en France, dont une dans l'Allier qui a été rachetée avec 50% de capitaux australiens. Et ce sont des entreprises, vous allez me dire, ça c'est des engraisseurs tels qu'on les connaît depuis 20 ans. Non, eux, ils ont investi même sur l'amont. Ils ont réinstallé des élevages de maremana, de races locales en Italie. C'est-à-dire que ce sont des acteurs qui ont la capacité même de switcher entre les circuits longs, les circuits courts, qui ont la capacité aussi d'innover sur le plan managérial avec de nouveaux outils de gestion. Bref, c'est pour ça que je les appelle les exploitations aux allures de firme, qui ont la capacité d'emprunter à d'autres secteurs parce que la mobilité sociale et professionnelle qui caractérise aujourd'hui le milieu le permet. C'est-à-dire que ces emprunts, on peut les lire dans les grandes entreprises, mais on peut les lire aussi dans des entreprises de plus petite taille. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a de l'innovation managériale, même dans des entreprises de taille moyenne, on pourrait y revenir. Et puis, ils ont la capacité, ces acteurs, à passer d'une filière à l'autre. Et c'est pour ça que moi, je suis assez inquiet pour nos consommateurs qui, effectivement, veulent du circuit court, veulent du bio, mais quels seront les acteurs peut-être demain qui feront du bio des circuits courts? Peut-être ces acteurs-là, si on n'y prend pas garde. Parce qu'effectivement, on a, chez certains acteurs du secteur de la production, une capacité d'anticipation et même des modalités de contractualisation. Ce sont des acteurs qui ont la capacité de contractualiser à l'échelle d'un même territoire avec plein de petits exploitants. C'est-à-dire qu'on a des processus d'intégration amont-amont. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et même un amont-amont qui intègre avec des agriculteurs, enfin des responsables de groupes qui vous disent on a des agriculteurs partenaires. Et donc, en fait, on a des entreprises du secteur de la production agricole qui intègrent des missions qui sont les vôtres, des fonctions qui sont les vôtres, qui ont la capacité de se connecter directement au marché et qui ont la capacité, justement, de se déplacer d'un marché à l'autre. Et alors, et autre et dernière variable qui explique cet éclatement, la variable patrimoniale. Attention, ceci, ce n'est pas simplement la main du grand capital. Ce n'est pas uniquement parce que de nouveaux opérateurs arrivent. C'est parce qu'il y a un changement de préférence dans les familles agricoles. Les familles agricoles françaises changent. Et aujourd'hui, on voit bien que l'exploitation est avant tout, et là je pourrais parler d'un retour des logiques de rente, est vue essentiellement comme un patrimoine. Le grand combat des JA dans les années 50-60, ça a été de lutter contre les logiques de rente, qu'ont fait les politiques, les lois de contrôle des structures. Aujourd'hui, l'exploitation, elle n'est pas au service de celui qui va rester, parce qu'en plus, certaines ne restent pas. Elle est au service de la famille, qui veut garder effectivement la main dessus, mais pas forcément pour un projet économique. Donc l'exploitation est souvent vue, et ça va expliquer un autre phénomène majeur, selon moi, c'est celui de la tertiarisation de l'activité agricole. L'exploitation étant vue avant tout comme un patrimoine, elle ouvre la construction de nouveaux marchés et de nouvelles prises en charge de l'activité productive.
C'est ce que je vais appeler la tertiarisation de l'acte productif. Et pourquoi? Parce que on a des entreprises agricoles qui sont devenues avant tout des sociétés dans lesquelles on échange des parts. Mais ces sociétés, en fait, elles n'ont pas été créées avant tout au service d'un projet économique. Elles ont été créées avant tout au service d'un projet patrimonial. Et on voit bien aujourd'hui combien il est difficile, même pour des exploitations de taille moyenne, justement, de repenser l'installation, de penser l'installation, parce que prisonnière, justement, de structures juridiques aussi, qui ne permettent plus la construction d'un projet économique pour celui qui reste sur place. Et ensuite, on a une agriculture familiale, mais je dirais, l'agriculture familiale à la française, ce sont des affaires de famille, mais des affaires de famille beaucoup plus complexes. Les incertitudes sont plus grandissantes autour du couple. Aujourd'hui, la prise de décision est beaucoup plus difficile pour celui qui reste. On négocie en permanence. On négocie avec le Crédit Agricole, avec la COPE, mais on négocie avec son conjoint ou sa conjointe qui ne travaille plus forcément sur l'exploitation. Bref, la décision qui émane de l'organisation coopérative, elle est appréhendée différemment au sein même de l'unité de production. Il ne s'agit pas simplement de faire venir en réunion des jeunes et leur dire ce qu'il faut faire sur l'exploitation. Ensuite, ça fait l'objet d'un autre processus de négociation au sein d'un couple qui est beaucoup plus éclaté et beaucoup plus incertain. Et on le voit. Jusqu'alors, les couples agricoles étaient un peu épargnés par les séparations, les ruptures. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui ne souhaitent plus se sacrifier aussi pour un projet économique, parfois. Donc ça change aussi en termes de gouvernance. Et ça renvoie, pour moi, cet éclatement à un changement de paradigme, à ce passage du faire ensemble au faire-faire. C'est pour moi, avant tout, la transformation la plus majeure. On parle souvent de l'industrialisation de l'agriculture. Je ne pense pas que l'industrialisation, notamment dans notre pays, avec l'arrivée de ces grandes entreprises, soit véritablement le mouvement le plus saillant. Ce qui m'apparaît être par contre le mouvement le plus saillant, c'est une remise en question aussi des formes du faire ensemble, de l'action collective, qui a été structurante, confère ce système professionnel qui a émergé après-guerre et qui a pris en charge l'ensemble des activités économiques, de protection sociale, de développement, pour le compte d'exploitants agricoles. Or, on voit bien aujourd'hui que ces organisations, comme les vôtres, sont bousculées. Elles sont bousculées par de nouvelles façons aussi de concevoir le faire ensemble, avec des sociabilités qui évoluent. Aujourd'hui, l'espace de vie d'un jeune agriculteur, ce n'est pas celui du village. Et en plus, dans le village, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc il y a une volonté aussi de se reconnecter à des groupes de pairs qui ne sont pas forcément des groupes de pairs PAIR locaux. Et donc on voit bien que vos organisations sont discutées, confrontées aussi à l'émergence de nouvelles façons de penser le collectif. Ce n'est pas parce qu'il y aurait de l'individualisme dans les campagnes que vous êtes bousculés. Au contraire, c'est parce qu'il y a une volonté de repenser aussi le collectif pour des unités de production dans lesquelles la prise de décision est beaucoup plus compliquée et dans lesquelles la prise de participation dans des organisations est plus coûteuse. Aujourd'hui, quand on est seul sur une exploitation agricole, c'est beaucoup plus coûteux de participer à une réunion, participer à une AG. Bref, on fait d'autres choix. Il ne s'agit pas simplement de ne plus échanger, mais on souhaite échanger différemment. Et puis à côté de ça, je le disais tout à l'heure, on voit que la production agricole devient une activité de service comme une autre. Alors, j'entends dire qu'à l'échelle de certains territoires, il faudra mettre en place certaines politiques alimentaires localisées. Oui, c'est tout à fait louable et souhaitable, je dirais, dans certains territoires. Mais regardons bien ce qui se passe sur certains territoires, quand même. Réveillons-nous. Enfin, il y a des territoires où il n'y a plus réellement d'exploitants agricoles, où on l'entendait hier, mais où on a une prise en charge de l'activité productive par des sociétés de gestion, des entreprises de travaux. Bref, si les coopératives attendent trop, vous allez voir, on va avoir aussi d'autres acteurs qui vont faire leur apparition en réponse à cette montée en puissance des logiques de rente et des logiques patrimoniales. Et que constate-t-on? On voit apparaître de nouveaux dispositifs de prise en charge du travail, avec dans certains territoires, ça c'est un modèle un peu théorique que j'ai construit, de nouvelles figures, celle d'un land manager, qui peut prendre les allures d'un technico-commercial, qui va changer de fonction et de métier, et qui va organiser à l'échelle du territoire le travail, pour le compte soit de coopératives, soit pour le compte d'industriels. Voilà. Donc on a une nouvelle orchestration, je dirais une nouvelle gouvernance même, de l'activité productive,
à l'échelle de certains territoires. Donc dans l'appareil de statistique, effectivement, vous avez toujours des propriétaires. Alors c'est un peu un produit inattendu de la PAC et des DPU. Alors, quid, effectivement, de l'évolution de tout ça avec l'évolution de la PAC, mais c'est aussi le produit inattendu du changement de préférence dans des familles qui ne souhaitent plus forcément faire de l'installation un projet. Et ça, il faut quand même admettre une chose, c'est que oui, on peut le regretter, je suis le premier à le regretter, l'installation ne va pas de soi. L'installation ne va pas de soi, elle peut être considérée comme coûteuse. Par contre, ce qui va de soi, c'est la préservation d'un patrimoine au moment même où les retraites sont toujours aussi faibles dans un secteur agricole, où, à l'approche de ce moment-là, on est sur des démarches peut-être plus confiscatoires qui font que, justement, on va privilégier ces formes de délégation-là. Et puis avec des formes de contractualisation et d'accès au foncier qui datent quand même de 1946, qui ont été un peu refondées, mais bref, je pense qu'il y a quand même un travail à faire, même si ça a été efficace à un moment donné, sur les modalités de contractualisation autour du foncier dans le secteur agricole. Mais on voit que ce n'est pas simplement des sociétés belges ou britanniques qui interviennent. Vous avez ici une capture d'écran en fait, d'un site internet d'un CETA. Les CETA, vous allez me dire, ils n'ont pas été pensés pour prendre en charge le travail des adhérents. Là, on a un CETA en Île-de-France et en Normandie mais qui propose justement un nouveau service. C'est le cas de certaines coopératives également. Et heureusement, parce qu'on voit bien que, de toute façon, à l'échelle de certains territoires, on a des outils industriels, et c'est vrai notamment dans le secteur arbo, qui sont en grande difficulté. Si on est dans l'incapacité de maintenir la capacité de collecte, et si on n'est pas en capacité de maintenir de l'emploi, même salarié à l'échelle de certains territoires, il y a des outils qui ne tourneront pas. Et donc, à l'échelle de certaines communes ou collectivités territoriales, on peut se retrouver. J'ai un maire à côté de Toulouse qui me disait « Mais j'ai envie de mettre en place des circuits courts, François, des boutiques de producteurs, mais je ne les vois plus, les agriculteurs. Je vois des tracteurs. » Je lui dis « Oui, oui, il fallait quand même un peu se réveiller. » Et effectivement, aux portes de certaines villes, alors même qu'il y aurait peut-être des possibilités de faire autre chose, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, et des tracteurs arrivent, des moissonneuses arrivent, etc. Bref, on voit que ça change. Et on voit même que les petites cumas d'hier, elles innovent. Là, c'est une plaquette d'une cuma dans le nord de la France qui offre, après avoir simplifié le travail sur l'exploitation, propose aux voisins, justement, qui sont en difficulté en matière de reprise, de nouvelles offres de services. Donc on voit bien que la valeur se déplace. On voit bien que de nouveaux marchés apparaissent aussi autour de l'activité productive. Et regardez cette carte qu'on a construite avec des collègues. 25 000 exploitations en grande culture, uniquement grande culture, ici, soit 12% des exploitations, délèguent l'intégralité de leurs activités productives. C'est-à-dire que ce sont des exploitations spécialisées en grande culture, dans lesquelles les chefs d'exploitation ne montent même plus sur le tracteur. Voilà. Dans le seul département de la Haute-Garonne, c'est quand même 23% des exploitations en grande culture. Et regardez cette France de l'Ouest, cette France du modèle familial à 2 UTH, cette France des GAEC, des Cuba. Voilà, elle est là aussi. Alors, la carte de l'élevage, c'est un peu différent, mais vous allez voir ce qui se passe. Ça, c'est une carte qui donne à voir l'importance. Plus c'est bleu, plus il y a des entreprises de travaux. On voit bien aujourd'hui que même en Bretagne, 18% des exploitations laitières, parce que les jeunes aussi ont changé. Des jeunes qui veulent être plus performants au moment où il y a une libéralisation des cours sur l'atelier lait, vont déléguer pour 18% d'entre eux la partie grande culture. Donc il y a des logiques de recentrage autour de ça, des logiques d'abandon dans des zones de propriété foncière comme l'Auragais, etc., et des logiques d'approvisionnement. Un certain nombre d'industriels me disent « Mais moi, je n'ai pas forcément envie de contractualiser, de m'enquiquiner à intégrer les agriculteurs. Je préfère passer par une interface, une société de gestion, qui va me permettre d'assurer un approvisionnement, notamment en quoi ? En bio. » Ici même, dans le sud-ouest, j'ai enquêté une entreprise de travaux qui fait 3000 hectares de légumineuses bio. Et le gars me dit, en fait, je prends à façon des fermes et ça me permet, à un moment donné, quand l'industriel le demande, de passer en bio. Effectivement, les processus de conversion, contrairement à ce que pensent les consommateurs ou certains politiques, ils sont coûteux pour des exploitants familiaux et beaucoup moins coûteux pour des sociétés qui ont la capacité d'emblaver même et de convertir tout un territoire. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, des grands industriels de l'industrie agroalimentaire, mais de l'agrofourniture également,
regarde de près ce qui est en train de se passer autour de ça. Parce que si c'est un marché, effectivement, demain pour les agriculteurs, je peux vous dire que d'autres considèrent que ça peut être aussi un marché pour eux. Et puis sur le terrain des nouvelles technologies, on voit bien que la capacité à accéder aux nouvelles technologies est parfois difficile pour des exploitants moyens. Et donc le recours à des entreprises pouvant disposer de ces technologies peut être le fait de ces sociétés. Bref, on voit qu'il y a des choses très complexes. Là, on pourrait rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'il y a de l'imagination aujourd'hui dans les campagnes avec des processus justement d'intégration de ces entreprises sous la forme de filiales qui permettent justement de prendre en charge le travail à l'échelle d'un certain nombre de territoires. Mais je reviendrai là-dessus. Pour terminer, je voudrais juste m'arrêter sur les questions que ça pose. Ça pose, des questions en matière d'organisation et de prise en charge du travail. Je pense qu'il faut s'arrêter, faire un constat, effectivement. Attention, quand je dis ça, je ne défends rien. Mon job de sociologue, c'est de décrire, de caractériser, d'identifier. C'est à vous ensuite de trouver ou non des solutions. Voilà. Je pense qu'il faut regarder cette réalité sereinement. Elle n'est pas que négative, elle ouvre des perspectives. Et elle ouvre des perspectives pour les coopératives en matière d'organisation. D'une part, parce que ça ouvre des perspectives en termes de nouveaux instruments à développer. On voit bien qu'ici même, l'organisation du travail est un élément de reconfiguration possible dans les stratégies des coopératives. Que de nouveaux acteurs émergent et développent de nouvelles offres d'expertise. Quid de la place des coopératives comme les vôtres là-dedans? On voit que les métiers évoluent, mais que la valeur se déplace. Le fait de construire un assolement ne va pas de soi. Le fait de se convertir au bio, d'accompagner le processus de transition agroécologique ne va pas de soi pour des exploitations familiales classiques. Ne va pas de soi pour d'autres types de petites structures. Donc comment se positionner justement dans un accompagnement autour d'une organisation du travail beaucoup plus performante? Parce que la valeur, elle se construit sur les marchés, mais elle se construit au sein même de l'unité de production. Pour pouvoir répondre pour vous plus facilement au marché, il faut que vos entreprises adhérentes soient performantes en termes de management et d'organisation du travail. Donc il y a besoin aussi d'accompagner de ce côté-là, dans la prise en charge, mais dans l'accompagnement aussi. Parce que la valeur donc se déplace et que certains opérateurs peuvent aussi la capter. La capacité de certains acteurs industriels ou agrofournisseurs à organiser l'activité productive à l'échelle d'un certain territoire va leur permettre effectivement de capter cette valeur. La question est de savoir si vous voulez la capter ou pas. Alors cette externalisation, excusez-moi, c'est un peu chargé cette slide, elle renvoie aussi, et elle vous interpelle à 3 niveaux. Premièrement, celui de la relation adhérent. Quels sont les freins ou pas? Que voulez-vous faire autour de l'adoption de tout ça? Bon. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Le plus souvent, on y va sous le tapis, on ne dit rien à personne, et puis un jour, on se réveille, ça pète. Voilà. C'est ce qui se passe dans certains territoires. Bon. Parce que tout le monde sur le terrain le voit. Bon. Deuxième niveau d'analyse, des fonctions productives que pourraient intégrer les groupes coopératifs. Vous allez me dire, on a été pensé comme le prolongement d'unités de production, nous ne sommes pas des kibbutz ou des kolkhozes. Mais ça, il faut faire aussi peut-être un travail sur les représentations associées aux formes d'organisation du travail en France. Bref. Troisième niveau, celui de la gouvernance. Si demain, dans certains territoires, l'activité productive est prise en charge par ces acteurs, on en fait quoi de ces acteurs et comment la prise de décision s'opère? On les intègre, on ne les intègre pas. On en fait quoi? Celui de l'ancrage. Ça peut être aussi un moyen, ou pas, de préserver des capacités de collecte. On y va ou on n'y va pas? Voilà les 4 niveaux, selon moi, qui sont interpellés dans la structure même, dans la gouvernance des coopératives. Alors, au-delà des fonctions traditionnelles, vous le savez tous, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a la nécessité aussi d'aller au-delà des fonctions traditionnelles de production, en donnant la capacité tout à la fois d'améliorer l'organisation au service de processus de transition. Parce qu'on le voit bien, ces opérateurs, ces nouveaux opérateurs ont la capacité justement de donner à voir aux propriétaires le processus de transition. Certains me disaient, mais aujourd'hui, les jeunes avec qui on travaille, qui ont repris l'exploitation, ont envie justement que ces exploitations dont ils vont garder le patrimoine
s'engagent dans ces processus, parce que les familles changent aussi. Et aujourd'hui, on voit bien que certains exploitants familiaux me disaient, mais tu sais, c'est compliqué aujourd'hui, hein, avec le cousin Gérald, la cousine Sandrine, Toubib à Paris, etc. OK, ils sont toujours au capital, mais il faudrait aller encore plus vite en termes de transition. Bref, on ne sait pas comment faire, on est seul sur l'exploitation, on n'a que des salariés. Bref, on est paumé, quoi. Donc vous voyez, ça a partie liée aussi avec tout ça, la capacité à accompagner l'acte de production, l'organisation du travail, au prisme de l'évolution d'une considération des biens agricoles qui vont bien au-delà des fonctions traditionnelles. Donc, comment on va inventer de nouveaux métiers, de nouveaux modèles économiques aussi en lien avec les questions environnementales. Et puis ça pose, deuxième point, la question de l'insertion dans les métiers. Nouveau défi, et puis j'en avais parlé déjà il y a 5 ans ici même à Lyon, il faut adopter de nouvelles postures. On est encore dans une profession où on parle d'installation. Mais comment voulez-vous qu'un mec en 2019, qui a 20 ans, qui s'est installé, après être passé par le monde du salariat, qui a un conjoint ou une conjointe qui travaille à l'extérieur, si vous lui dites, mon petit, tu vas t'installer, installer ad vitam aeternam, comme papa et pépé, ici, mais écoutez, enfin, c'est pas sexy ça. Quand on rêve de mobilité, parce que les agriculteurs aujourd'hui rêvent de mobilité, bon, quand on considère que ce métier, c'est un métier qu'on choisit, mais on choisit d'y entrer, mais on choisit d'en sortir aussi. Bon, penser l'installation, offrir comme perspective de rester là ad vitam aeternam, mais si vous voulez, c'est insupportable pour certains. Il faudrait arriver quand même à parler de création d'activité, de reprise, de cessation, bref, user d'un vocabulaire qui emprunte là pour le coup à d'autres secteurs et accepter de penser aussi en termes d'entrepreneuriat, de souplesse, de progressivité, de diversification, mais aussi de retrait et de sortie. La grande force des lois de modernisation dans les années 50-60, ce n'est pas simplement d'avoir pensé la DJA qui sera mise en place quelques années après, en 73. C'est d'avoir aussi pensé l'IVD, le départ dans de bonnes conditions. Offrir les conditions d'un bon départ, c'est offrir les conditions d'une bonne entrée. C'est permettre aussi cette mobilité. Et là, on est très mauvais, on est très très mauvais, parce que c'est un tabou, parce qu'on n'accepte pas effectivement d'offrir les conditions dignes pour des gens à quitter le métier. Donc ça, il faut arriver, à mon avis, à switcher un peu dans nos têtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pistes pour améliorer l'accès à l'outil de production qui renvoient, à mon avis, à l'actionnariat, à des installations progressives, mais aussi à une nouvelle place que peuvent occuper les salariés dans la prise de capitaux. Je pense qu'il y a des choses à faire autour de l'épargne salariale, parce que dans les grandes entreprises que j'étudie, je le vois, la reprise, elle n'est pas évidente, mais le dynamisme dans ces grandes entreprises est lié à la capacité qu'on aura à donner la possibilité aux salariés de s'exprimer aussi. Donc, quid aussi de ces gars-là, de ces cadres dans ces entreprises plus ou moins grandes ? Il y en aura de plus en plus. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que vous allez les laisser aussi sur le côté, alors que ce sont eux qui réfléchissent en termes d'assolement, etc. Ce sont eux qui vont très souvent dealer avec les agrofournisseurs ou les partenaires industriels. Donc là, je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à tout ça. Bon, un certain nombre de coupés. Attention, tout ce que je dis est plus ou moins déjà à l'œuvre dans certains secteurs. J'invente rien. Je dis simplement qu'il faut aussi que les mondes agricoles empruntent les uns les autres. Ça a été plus ou moins bien fait dans certains secteurs vitiviticoles où il y a des choses qui se passent, dans le secteur arboricole aussi. Bref, il y a des choses qui sont à regarder de près, chez vous aussi. Mais voilà, il faut admettre qu'il va falloir aussi sécuriser les voies de commercialisation également. Pourquoi ? Parce que, au-delà d'un discours convenu sur les circuits courts, ça peut s'avérer compliqué. Et on le voit bien aujourd'hui qu'il y a une nouvelle offre aussi, peut-être à proposer chez vous pour des jeunes qui veulent s'installer, mais qui vont considérer que l'appareil coopératif est un peu has-been dans la capacité à accompagner des projets individualisés en matière d'organisation du travail ou de mise en marché. Donc là aussi, il va falloir donner à voir la capacité de sécuriser une multitude de schémas d'approvisionnement et de vente. Donc ça veut dire réactualiser les modes de gestion et d'organisation aussi pour prendre en charge, on en parlait, les nouvelles attentes sociétales. Ça aussi, il va falloir être en mesure d'offrir des outils au cadre de vos structures, mais aussi aux exploitants pour répondre à de nouvelles attentes sociétales autour justement de ces questions même d'organisation du travail, parce que la mutualisation, elle est indispensable et on voit bien que la mise en place d'ateliers collectifs, d'unités de production collective ne va pas forcément de soi non plus. Donc il va falloir faire un travail de ce côté-là. Imaginez, c'est déjà fait, des nouveaux dispositifs de portage.
Puis, comme je l'ai dit, essayer d'offrir des outils de maîtrise et de gestion des risques. C'est-à-dire que si les organisations ont du mal à attirer certains jeunes, c'est parce que l'organisation n'apparaît pas comme étant un lieu qui va permettre de réduire les situations d'incertitude qui entourent l'activité productive. Et c'est pour ça qu'elles se détournent. C'est-à-dire que, étant très très incertaines, elles se disent, mais voilà, est-ce qu'on va me permettre de me projeter dans les filières? Est-ce qu'on va me donner des outils pour réfléchir en matière de prix, en matière d'accès au marché? Est-ce qu'on va même, pourquoi pas, me donner la possibilité d'aller sur certains marchés et de laisser certaines productions sur des circuits plus longs, plus classiques? Voilà. Et ça a un impact. C'est-à-dire la capacité à offrir ces nouveaux services renverra votre capacité à renouveler les générations au sein même de vos structures de gouvernance. C'est-à-dire que vous devez donner à voir de vous, des organisations, à mon avis, pour penser la complexité. Et puis, pour se projeter dans les filières, je l'ai dit tout à l'heure, être en capacité de repérer des signaux faibles. Il ne faut pas apparaître comme étant l'organisation qui offre un seul modèle, on l'a dit. Mais on voit bien que la coexistence, elle est déjà à l'œuvre. Bon. Des outils de prospective, comment se projeter, ça c'est important. Comment se projeter dans les processus de transmission, mais dans des processus de retrait, voire même de départ, ça c'est important. Il faut que vous apparaissiez aussi pour les jeunes générations, on parlait des controverses tout à l'heure, comme des lieux où vous allez pouvoir déjouer des situations de controverse et être en capacité de construire des alliances avec de nouveaux acteurs sur les territoires. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une posture de résistance, on est aussi dans une posture d'accompagnement dans la compréhension de ce que sont ceux qui vous attaquent également. Donc ça, c'est vraiment important de faire ce travail. Je dis souvent que les ONG vous connaissent beaucoup mieux que vous ne les connaissez. Et je pense que ce qui est fou, c'est que le cousin qui rentre au pays après 30 ans, après avoir passé 30 ans comme postier à Paris, a l'impression de mieux connaître l'agriculture que vous. Ça, c'est intéressant aussi de constater, c'est une petite parenthèse, que le dimanche en famille, on ne va pas parler de la politique industrielle d'Emmanuel Macron, mais plutôt de la capacité ou non de Robert, le cousin, à faire effectivement un peu mieux l'agriculture. C'est intéressant de voir qu'on se permet de penser qu'on sait sur l'agriculture, parce que ça cristallise des enjeux. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il faut offrir des outils à des agriculteurs qui, dans leur propre famille, sont contestés. Sont contestés parce que l'agriculture, c'est quelque chose qui appartiendrait à tous, parce qu'on en est tous plus ou moins issus. Et parce que ça cristallise des enjeux. Bref, il faut que vos organisations apparaissent comme des lieux de réassurance, des lieux où on se pose. On se pose entre les moments de tension en famille et des moments de tension aussi avec les parties prenantes de l'exploitation. Et puis, il faut réapprendre de vous. Je pense que les plus socialisés d'entre vous, au monde des organisations professionnelles, vont partir bientôt. C'est-à-dire que la connaissance intrinsèque du mouvement mutualiste, du mouvement coopératif, des organisations, ce qui a fait la force de ce passage du paysan à l'agriculteur, eh bien, cette histoire, cette belle histoire, elle ne fait pas mémoire. Elle ne fait pas mémoire. Et si effectivement, il n'y a pas un travail de réappropriation de cette histoire, un travail sur vous-même pour expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes là, ça ne va pas de soi. Un jeune, dans les années 50, il avait tout à faire, il avait tout à créer. Aujourd'hui, on n'a plus affaire à cette génération. C'est les petits-fils, voire les arrière-petits-fils, qui n'ont pas vu le grand-père créer la CUMA ou la COPE. Comment voulez-vous que, en plus, ça soit excitant de s'entendre dire « Ah, mais mon petit, tu vas reprendre la coopérative ou la CUMA de Pépé ?» Quand vous avez 20 ans, vous avez envie de créer une assoce, vous avez envie, et les agriculteurs sont comme les autres, de prendre un avion, d'aller faire de l'humanitaire. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les jeunes agriculteurs, ils sont comme les autres. Ils ont envie de penser l'activité militante, l'activité d'engagement sur des temps relativement courts, etc., etc. Bon, bref, il va falloir, à un moment donné, réexpliquer ce que sont. Et puis ces jeunes qui arrivent entre 27 et 29 ans sur leurs propres exploitations familiales, ils ont oublié ce qu'étaient les organisations à l'échelle du territoire. Ils ne viennent pas vers vous aussi spontanément parce que voilà, il y a tout un travail de réappropriation de l'espace. C'est pas évident. C'est pas évident, avec une autre culture, celle du monde salarié aussi, avec une autre façon de concevoir le syndicalisme, de concevoir l'organisation. Donc ça, c'est important de faire ce travail-là et puis d'offrir, vous l'avez dit, je terminerai là-dessus, un projet qui va concilier défense collective et pragmatisme individuel. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer systématiquement l'organisation collective et l'individu. Je pense qu'il faut donner à voir votre capacité à prendre en charge des projets individuels. Vous ne devez pas apparaître comme la négation de l'individu. C'est pas, il y a l'individu et le mouvement coopératif, il y a t'es seul et le groupe. Il y a le groupe au service de ton projet aussi.
Et ce n'est pas aussi être individualiste que de penser ça. Et donc, je pense qu'il faut arriver à montrer que la vie de vos organisations peut se penser, pas forcément sur le mode de la fusion. C'est fini le temps où vous laissiez effectivement votre épouse à la salle de traite et vous lui disiez « Ciao, allez, je vais en réunion à Paris pendant 3 jours et je reviens. » Non, ça ne se passe plus comme ça, là. Ça ne se passe plus comme ça, parce qu'il y a des explications avant et après. Bon, donc ça, et pour autant, vous en êtes toujours à vous organiser à la papa, avec des réunions à point d'heure, avec des façons de penser la prise de décision, d'une complexité sans nom. Pour des jeunes qui viennent du monde du salariat ou de l'entreprise, si vous voulez, ça paraît un autre monde, quoi. Bon. Donc, ça, c'est important. Et comme je disais, je terminerai là-dessus, offrir aussi une place à ces nouveaux cadres de la production. Ce salarié, ce petit salarié qui est arrivé avec un CAP en poche, qui deviendra cadre dans l'entreprise, à qui il faudra peut-être faire une place. Et à qui on pourra confier aussi les rênes de l'organisation. C'est ça l'important. Enfin, alors là, je vais sortir un peu de mon rôle, mais moi, je me dis, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de maintenir, coûte que coûte, des chefs d'exploitation ou des actifs agricoles à l'échelle des territoires? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Et dans certains territoires, peut-être que les proportions seront parfois inversées. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de maintenir de la vie aussi dans certains territoires. Et on sait pertinemment que l'activité agricole a cette capacité-là. Et si ça passe par du salariat, ça passera par du salariat. Je pense qu'il faut aussi admettre ces évolutions-là. Parce que le salarié d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et parce que son enfant sera peut-être le salarié de son... Moi, j'ai rencontré dernièrement dans les Deux-Sèvres un gars qui me disait, mais... suite à mon exposé, il me dit, mais en fait, j'ai fait rentrer progressivement, parce que c'était dur pour lui capitalistiquement, mon salarié au capital de l'entreprise. Et il me dit, ça fait 2 mois, je suis devenu le salarié de mon salarié. Je suis à 2 ans de la retraite. Ma retraite, elle est vraiment maigrelette. Et voilà. Et il va laisser comme ça son entreprise. Et il le fait très, très sereinement. Et il est surtout content d'une chose. C'est peut-être pas son enfant qui va reprendre, mais il y aura de la reprise derrière. Et ça, c'est plutôt chouette. Et c'est plutôt aussi... comment dire, moteur. Je pense qu'on est, à travers ce que je viens de décrire, certes dans une phase un peu déstabilisante, parce qu'on voit arriver de nouveaux acteurs, mais je pense que c'est aussi aux exploitants moyens, aux petits exploitants aussi, d'emprunter au secteur industriel et commercial des nouvelles façons de penser, puis à vous aussi de donner à voir des organisations poreuses socialement, ouvertes, en capacité de donner aussi des clés de compréhension, être créative, offrir la possibilité à un gars qui a entre 25 et 26 de se dire bah ouais, je vais aussi créer quelque chose ici. On ne me demande pas simplement d'être un suiveur. Et je pense que ça, c'est important, compte tenu du contexte, qui n'est pas qu'un contexte incertain. Voilà. Merci beaucoup. J'espère avoir été clair. Vous pouvez retrouver dans un ouvrage. Merci.